Alors aujourd'hui, nous accueillons Elisabetta Caffo, Frédéric Arunou et Pascal Panozzo. Tous les trois sont signataires d'une publication qui est arrivée en avril, je crois, liée à au dernier catalogue de Gaïa, le DR4. Et la publication avait trait sur la découverte d'un trou noir appelé BH3, BH comme Black Hole. Donc Pascal et Frédéric et Elisabetta sont tous, enfin ils sont au CNRS, au département du GEPI à l'Observatoire de Paris. Et c'est Frédéric qui va commencer à prendre la parole. Après, nous aurons Pasquale et Elisabetta. Frédéric, vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais commencer par présenter comment on l'a trouvé Gaia BH3 à partir de Gaia. J'en profiterai pour faire un petit point d'étape sur Gaia. Ensuite, Elisabetta va parler de la caractérisation de l'étoile qu'on voit. Et Pasquale, qui est à l'origine de l'essentiel de la découverte et de la caractérisation, va parler du trou noir lui-même, quoi. Donc Gaïa, comme vous le savez sans doute, est un véritable observatoire en orbite qui fait de l'astrométrie, de la photométrie, de la spectroscopie, permettant donc pour l'astrométrie d'avoir les distances et les positions et les déplacements des étoiles. La photométrie permet de faire la caractérisation et la spectroscopie, la composition chimique et les vitesses radiales. Et en fait, basiquement, Gaïa détecte tout ce qui passe devant l'instrument jusqu'à peu près la magnitude 21, donc depuis les astéroïdes du système solaire et jusqu'à l'observation des quasars et fournit des résultats dans chacun de ces domaines scientifiques. Donc, irrigue une bonne partie de l'astronomie optique. Actuellement, Gaïa fonctionne parfaitement. Il est date d'aujourd'hui 2500 milliards de mesures CCD astrométriques, 500 milliards de mesures spectrophotométriques et 49 milliards de spectres. Donc jamais on a fait ça. Et pendant l'heure où on va parler, Gaïa va observer 3 millions d'étoiles. Alors c'est les mêmes qu'il observera en gros en moyenne une centaine de fois pendant la durée de la mission. Alors la mission aurait dû durer 5 ans et donc finir à l'été 2019, mais on a déjà doublé la durée de vie prévue. Malheureusement, il y a une fin à tout et le 15 janvier prochain, la mission scientifique s'arrêtera et aura fourni à ce moment-là à peu près un peu plus de 10 ans de données. Le traitement, en fait, est soutenu financièrement jusqu'à 2030-2032, donc encore de longues années de travail. Alors, ce travail, en fait, de segment scientifique, c'est un consortium européen, DEPAC, qui est financé par les États membres et qui est plus de 400 chercheurs ingénieurs, pas tous à plein temps évidemment, mais en tout on doit bien arriver à 2000 années personnes de travail, dont entre un peu plus de 20% en France et pas loin de 10% à l'Observatoire de Paris, en gros 12 équivalents tremplin. Alors c'est des données extrêmement complexes hein, qu'il faut réussir à mettre ensemble et étalonner et qui représentent un certain nombre de millions de lignes de code et qui sont traitées par 6 centres en Europe. Alors en particulier, l'Observatoire de Paris a un rôle c'est primordial puisque deux des unités de coordination, donc en particulier celle qui s'occupe de gérer les données spectroscopiques depuis les pixels jusqu'au spectre et aux vitesses radiales, sont gérés au GEPI, donc manageant en gros 50 chercheurs ou ingénieurs européens. Le traitement général des étoiles non simples, binaires ou multiples, c'est à peu près une trentaine de personnes en Europe, et a une responsabilité dans l'observatoire de plusieurs groupes. Le suivi depuis le sol du satellite, donc le traitement de ces données par GBOT, de plusieurs chaînes de traitement des objets du système solaire et du réseau de suivi des objets du système solaire, Gaia FNSSO, et du traitement des binaires astrométriques, c'est-à-dire les binaires qui sont détectés parce que leur mouvement sur le ciel n'est pas uniforme. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à la découverte de BH3 et la présentation d'aujourd'hui. Il y a 2 ans, Gaia DR3 sortait et battait tous les records sur le plus grand relevé astrométrique, plus de 1,5 milliard d'objets, le plus grand relevé spectrophotométrique, le plus grand relevé de vitesse radiale, 34 millions d'objets, et puis c'est pas fini.
les déterminations de paramètres astrophysiques pour 1,5 milliard d'étoiles, avec évidemment des précisions qui sont variables. Un relevé spectrophotométrique et dynamique fournissant des orbites d'astéroïdes les plus précises, un grand relevé d'étoiles variables et le relevé d'étoiles binaires qui est le plus grand facteur 40 sur les binaires spectraux à ce jour. Un certain nombre de publications en fait citent Gaïa au point que le nombre de publications par an a dépassé largement celui de Hubble. François Mignard indique que, en gros, c'est 20% de la production de l'astronomie optique qui utilise Gaïa, plus de 12 000 articles, et dont 900 co-auteurs de l'Observatoire. Et parmi les découvertes dans ces publications, Gaïa BH1, le premier trou noir dormant, et le Gaïa BH2, le second. Gaïa BH1 étant le plus proche connu. Quand je dis dormant, c'est parce que en fait sur les trous noirs, la plupart du temps sont jusqu'à présent été détectés grâce aux émissions dues au transfert de masse depuis l'étoile vers le trou noir, détectés principalement en X. Et dormants, ce sont ceux pour lesquels en fait on n'a pas cette émission qui est visible et donc l'objet en principe resterait invisible, sauf si l'astrométrie permet de voir un mouvement orbital ou phénomène de micro-lentille. La photométrie sur la courbe de lumière montre que des variations dues à un objet, ou la spectroscopie par les mesures des vitesses radiales. Et puis il y a aussi plus récemment les ondes gravitationnelles, les événements de fusion de trous noirs. Gaïa DR3 était il y a 2 ans, Gaïa DR4 est dans 2 ans, donc on est à mi-chemin. À ce moment-là, on utilisera toutes les données de la mission nominale, c'est-à-dire un petit peu plus que 5 ans, et on aura 1,9 milliard d'étoiles avec une astrométrie robuste, plus d'objets avec une astrométrie moins fiable, 2,8 milliards. 80 millions d'étoiles avec des vitesses radiales, et puis surtout les séries temporelles qui permettront en fait de refabriquer ou de combiner avec des données au sol pour obtenir une nouvelle astrométrie, ou des nouvelles vitesses radiales. Et DR5 est prévu, donc, comme je disais, entre 2030 et 2032. Pour préparer Gaïa DR4, en fait, la préparation de Gaïa est en 2 étapes. Il y a une première étape qui consiste à traiter les pixels et réussir à partir de ça à former de l'astrométrie à l'époque, la photométrie à l'époque et de la spectroscopie à l'époque. Et ces données d'époque, après, sont utilisées soit pour faire de la variabilité, soit pour étudier les systèmes binaires, soit pour, à partir des spectres et de la photométrie, déterminer les paramètres astrophysiques. Mais il y a un cercle vicieux qui est que l'étalonnage des spectres, on a besoin de savoir à quel endroit du plan focal de Gaïa se situent les spectres, elle dépend de l'astrométrie, sauf que en fait, les systèmes binaires ont une astrométrie qui, justement, par définition, bouge, et donc qui devrait arriver dans un deuxième temps. Donc il a fallu amorcer la pompe. Et donc une solution astrométrique provisoire a été calculée. À partir de ça, on a calculé ici un catalogue de binaires astrométriques, donc 1,5 million d'orbites pour des étoiles plus brillantes que 14 dans la bande de RVS du spectrum Gaïa. Et cela a été donc donné pour améliorer l'astrométrie de la calibration. Sauf que l'expérience qu'on a eue de Gaïa DR3, c'est que si on cherchait en fait du mouvement, c'est-à-dire chercher des binaires astrométriques, c'est-à-dire chercher soit une accélération, soit un phénomène périodique, quand on cherche une période dans la position des étoiles, en fait, une des premières choses qu'on trouve, c'est pas du tout le mouvement d'étoiles, mais quelque chose lié au satellite lui-même, la précision du satellite ou l'année. Et donc, on trouve des harmoniques et ces signaux instrumentaux qui sont montrés en dessous pour l'astrométrie ou pour la photométrie, si on les interprétait comme étant dus à un signal stellaire, on découvrirait des trous noirs hypermassifs. Donc, pour éviter de se tromper, il y a une étape de validation qui est fondamentale. Et donc, en fait, quand on a commencé à trouver donc pour 1,5 million d'étoiles des orbites,
en regardant les masses les plus grandes, Pascoli a découvert qu'il y avait une des orbites qui avait une grande masse secondaire. Je ne parle pas encore de la nature en fait de la secondaire, mais l'orbite en fait, elle était très claire. On le voit sur la gauche, l'orbite astrométrique. Bon, en réalité, c'est des données à une dimension hein, qui sont projetées en deux dimensions là, et donc qui montrent en fait qu'on a une orbite assez longue et qui a été en fait l'avantage en fait, c'est que Gaïa fournit aussi des, des vitesses radiales à l'époque. Et ces vitesses radiales à l'époque, sur le graphique de droite, montraient que la courbe trouvée en astrométrie était parfaitement compatible avec les vitesses radiales observées par Gaïa aussi. Donc, d'une certaine façon, le Gaïa spectro confirmait le Gaïa astro. Cela dit, pour être sûr à 100% et également pour pouvoir caractériser l'étoile, on a fait des observations complémentaires avec Hermès et avec Sophie à l'OHP, et les données du VES ont été également utilisées pour montrer à quoi ressemblent le- les trois trous noirs détectés. On voit en fait que le premier, le plus proche, Gaia BH1, une période de 185 jours, Gaia BH2 de 1200 jours et Gaia BH3 une période de 11 ans, ce qui fait que en gros, au périastre, il est en gros comme distance Jupiter et à l'apoastre de Neptune. Et on voit en rouge un petit peu l'orbite du trou noir lui-même. Donc en fait, la question, c'est quand je parle de trou noir, il fallait maintenant caractériser ça et vérifier. Et du coup, je passe la parole à mes deux collègues, avec Elisabetta qui va d'abord commencer par parler de la caractérisation de l'étoile elle-même. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Ok. Il y a une année, dans l'été de 2023, Pasquale est débarqué dans mon bureau avec un spectre d'une étoile qui, à voir, c'était clairement une géante, pauvre un métaux, mais à la première vue, pas plus que ça. Et il m'a dit, est-ce que tu peux faire l'analyse chimique de cette étoile détaillée? Ok, l'analyse chimique détaillée, ça veut dire définir les paramètres de l'étoile. Et pour définir les paramètres de l'étoile, on doit trouver une stratégie. On a convergé avec l'utilisation de la photométrie et de la parallaxe Gaïa pour pour définir les paramètres de l'étoile. Mais première chose, c'est trouver une extinction à utiliser parce que la lumière de l'étoile qui part de l'étoile et arrive chez nous, il passe à l'intérieur des nuages. Ça veut dire que coupe de longueur d'onde et l'étoile apparaît plus rouge de ce qu'elle est vraiment. On a la chance d'avoir Rosine Allemand au GPI et on lui a demandé des nouvelles, des opinions. Elle nous a conseillé, suggéré d'utiliser les cartes de Vergely 22. On les a utilisées. On a appliqué cette correction à la photométrie et avec la première vue métallicité, on a convergé sur les premiers paramètres. C'est un processus qui va en boucle, ça veut dire une fois qu'on a le paramètre de l'étoile, on doit dériver la métallicité de l'étoile. Avec la nouvelle métallicité, dériver les paramètres. C'est une chose qu'on a fait à boucle jusqu'à quand on a en effet convergé sur une étoile qui est une géante, sur gravité de surface 2,9. Elle est froide, 5200 degrés. Et en effet, la métallicité, on confirme les pauvres métaux, moins 2,5. Ça, c'était les premiers spectres que Pasquale m'a donné. Après ça, après le spectre MES, il m'a aussi donné un spectre Sophie. Et il a cherché aussi un spectre dans l'archive ESO et il a eu la chance d'avoir un spectre UV de qualité magnifique. L'analyse chimique sur les trois spectres est exactement la même. Ça veut dire que les spectres sont comparables. Ça veut dire que l'étoile ne change pas d'un point de vue spectroscopique. Allez voir, le spectre montre que l'étoile, c'est une typique étoile, rien à signaler pour un métaux. Il n'y a pas d'arrêt en émission, il n'y a rien qui montre une activité. Pour regarder l'activité, normalement, on regarde la première chose H alpha.
À chaque fois, si l'étoile est en activité, elle montre un profil pitching ou pitching inversé de deux côtés dans les ailes de H-alpha. Eh bien, ça, c'est H-alpha sur le spectre UV, que c'est le spectre de meilleure qualité. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que c'est un H-alpha propre comme on s'attend. Et l'endroit le plus efficace pour regarder une activité de l'étoile, c'est le cœur des raies de calcium ionisé, la H et la K. Pour juste donner une idée, dans les soleils, on voit une toute petite émission. Eh bien là, on ne voit rien du tout. Ça veut dire l'étoile n'est pas active. Pourquoi active? À un certain point, pendant l'été, Pasquale m'a dit qui est les compagnons de cette étoile. Et les compagnons, c'est une étoile supermassive. Hein? Ça veut dire que les compagnons pourraient activer une activité dans notre étoile. Eh bien, non, on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout ça et on ne voit non plus des émissions. Ça veut dire que c'est une étoile pauvre en métaux sans rien de particulier. Juste pour vérifier un petit peu plus, ça veut dire un compagnon massif pourrait avoir pollué la surface de notre étoile avec du carbone 13. Ça veut dire normalement, cette étoile-là, comme notre Soleil, on a un rapport carbone 12 sur carbone 13 qui est très haut. Cette étoile-là, dans son évolution, elle va passer la phase de Gian dans la branche asymptotique, AGB, et là, elle va produire du carbone 13, ou mieux, convertir le carbone 12 à carbone 13. Elle n'est pas dans cette phase, alors ça veut dire est normal qu'elle ne montre pas du carbone 13. Mais par contre, les compagnons auraient pu polluer la surface de cette étoile avec du carbone 13, par exemple avec une vitesse de rotation et du mixing. Eh bien non, il n'y a rien du tout. Le carbone 12, c'est ce qu'on atteindrait dans une étoile dans cette condition. La chose la plus dramatique, si je peux dire d'un point de vue chimique, c'est de l'europium qui est tout un petit peu riche. Mais tout un petit peu, si on compare l'abondance d'europium par rapport au fer aux autres étoiles de métallicité comparable, eh bien, elle est avec beaucoup d'autres étoiles. Ça veut dire que l'étoile est un petit peu riche en éléments lourds, et dans la phase un petit peu enrichie. Les éléments lourds R sont les éléments qui sont enrichis avec capture des neutrons rapides. Les autres éléments, il n'y a encore rien. L'étoile est enrichie en alpha, comme on s'attend sur toutes les étoiles pauvres en métaux. La large majorité, en effet, montre un rapport alpha sur fer plus 0,4 dex. Elle est au milieu avec toutes les autres étoiles. La voici comparée avec d'autres étoiles de métallicité similaire, analysée avec des méthodes similaires. Elle est avec tous les autres. La voici aussi comparée pour d'autres éléments, sous pic du fer ou éléments lourds. Elle est avec toutes les autres étoiles. Ça veut dire qu'elle n'a rien de particulier. C'est une étoile qui a fait son évolution sans rien encore apporter. Si on la compare avec les isochrones, on a regardé les isochrones Parsec et Basti. Elle est compatible avec un âge, grosso modo l'âge de l'univers, 12 gigayears, plus que ça. Ça a apporté une détermination de la masse de l'étoile de 0,76 masse solaire. Et c'est ça qui a donné un constraint, une idée de quelle est la masse de son compagnon massif. On a fait l'orbite du système, et ça, c'est l'orbite du système à l'intérieur de la galaxie. C'est en bleu dans le plot, comparé rouge à l'orbite du Soleil. L'orbite est excentrique, inclinée et rétrograde. Ça veut dire une typique orbite du halo. Ça veut dire qu'elle tourne de l'autre côté par respect au centre de la galaxie, respecte le Soleil. Soit la cinématique du système, soit la chimique, les met compatibles à appartenir au courant stellaire EDD. EDD, c'est un courant stellaire, c'était un vieux amas stellaire qui maintenant est en train d'être détruit et accrété par notre galaxie. Eh bien, si on compare la chimie, mais aussi l'orbite du système, elle est
BH3 devrait appartenir au système qui a été découvert par Dodd et Balbino très récemment. Vas-y. Oui. Et On n'a plus de son, même. confirme. Pasquale, on ne t'entend pas. Désolé. Ouais, je suis là. Ok, merci. Vous m'entendez maintenant? Parfait. Donc, je vais maintenant. Alors, on a vu, j'ai fait un petit sommaire sur qu'est-ce qu'on a vu. Donc, on a vu une petite étoile qui tourne, qui orbite autour des riens. Ces riens est en fait une masse énorme, 33 masses solaires. Chose importante, la petite étoile qui tourne autour de ces riens, c'est une étoile à très basse matérialité. Donc, on peut, vu qu'il n'y a aucune autre émission, on peut bien, très bien hypothéser que cette rien est bien un trou noir et l'effet qu'il soit qui a une masse de 33 masses solaires et qui est issue d'une étoile massive à très basse matérialité, il a un certain nombre d'implications. La première est liée aux ondes gravitationnelles. J'ai fait une petite parenthèse. Donc, comme vous savez, en 2015, il y a eu la première détection d'ondes gravitationnelles dues à la fusion des deux trous noirs. Et cette découverte a donné un prix Nobel. On voit ici dans ces plots les signaux qui a été reconstruit, qui a été détecté. Et disons, la surprise qui a accompagné cette première détection et la masse des deux trous noirs. Il s'agissait d'un trou noir de 36 masses solaires et un autre de 30 masses solaires. Et tout ça dans une galaxie lointaine à plus de 400 mégaparsecs. Le souci est que tous les trous noirs stellaires qu'on connaît dans notre galaxie, qu'on a connu, qu'on a détecté avec les rayons X ou avec des autres moyens, sont tous plus massifs que ces deux-là de la première détection. Donc, les observations des d'ondes gravitationnelles se sont poursuivies. On a observé jusque-là autour de 80 fusions entre trous noirs. Donc, maintenant, on a plus ou moins une connaissance de la distribution des masses de des trous noirs qui entrent en fusion. Et vous voyez que la distribution qui est ici à gauche, il s'étend jusqu'à 80 masses solaires. Par contre, les trous noirs connus dans notre galaxie, qui sont reportés dans les plots des droites, les plus massives est Cygnus X1, et avec 21 masses solaires, et aussi Gaia BH1 et Gaia BH2
sont des trous noirs autour des 10 masses solaires. Gaia BH3, avec ses 33 masses solaires, il tombe pile sur ces pics qu'on peut observer dans la distribution des ondes gravitationnelles. Et il s'agit effectivement du premier exemple des trous noirs massifs stellaires dans notre galaxie. Tous les autres, on les voyait lointaines et donc ça nous donne la possibilité d'avoir un exemple et d'avoir un trou noir qu'on peut étudier en détail de notre galaxie pour comprendre qu'est-ce qu'on voit avec les ondes gravitationnelles dans les autres galaxies. Comment les modèles d'évolution stellaire expliquent ces gros trous noirs? Donc, jusqu'en 2010, en effet, on pensait que les étoiles massives ne pouvaient pas faire des trous noirs plus massifs que 20 masses solaires. Et ça parce que les vents stellaires sont très forts dans les étoiles massives. Et donc, toutes les étoiles massives perdent une grosse fraction de leur masse. Mais depuis 2010, il y a des nouveaux modèles des vents stellaires qui nous disent que ces vents stellaires sont beaucoup moins efficaces dans les étoiles massives à basse métallicité. Et donc, on peut générer effectivement des trous noirs plus massifs. Et alors, ce qu'on voit, c'est que effectivement, l'étoile compagnon de Gaia BH3 est une étoile très pauvre en métaux, donc à très basse métallicité. Et donc, BH3 démontre effectivement que les trous noirs massifs qu'on détecte avec les ondes gravitationnelles sont effectivement les produits des étoiles à basse métallicité. Et donc, c'est vraiment une démonstration observationnelle des modèles des scénarios qui a été fait par les théoriciens pour décrire les détections d'ondes gravitationnelles. Un point intéressant, c'est la question, est-ce que Gaia BH3 c'est bon, on a dit, bon, on s'attendait des modèles d'avoir donc des trous noirs massifs parce qu'on sait qu'il y a eu des étoiles très pauvres en métaux, mais on peut se demander est-ce qu'on a eu de la chance ou pas de les trouver avec Gaïa. Le point est que, en fait, les étoiles très pauvres en métaux comme la compagnon de ces trous noirs sont très rares. Il y a moins de 1% de ces étoiles dans notre galaxie. À gauche, on peut voir une distribution des probabilités des métallicités. Donc, en réalité, on s'attendait que Gaïa pouvait découvrir un binaire comme Gaia BH3 seulement chaque 10 000 binaires BH trou noir étoile. Et en fait, il est sorti comme un troisième trou noir découvert par Gaïa. Donc la question est, est-ce qu'on est là en face d'un hasard extraordinaire? Donc, est-ce qu'on a eu vraiment beaucoup de chance à les trouver? Ou bien il y a les étoiles très pauvres en métaux forment des binaires trous noirs étoiles beaucoup plus fréquemment
que les étoiles des métallicités solaires. Et ça, c'est un aspect que certainement les théoriciens et les gens qui travaillent sur les modèles d'évolution stellaire vont travailler beaucoup. Une autre chose, un autre point sur lequel les théoriciens, nos collègues, ils se sont planchés, c'est les scénarios de formation. Euh, une, une fois qu'on a découvert Gaia BH1 et Gaia BH2, il y a eu un certain nombre d'articles qui analysent comment ces systèmes binaires peuvent s'être formés. Donc, il y a deux scénarios. Un scénario dans lequel la binaire, le système binaire s'est formé comme ça, comme un binaire isolé. Et après, les progéniteurs du trou noir, il a évolué et il a formé les trous noirs. Et un autre scénario, par contre, un autre scénario alternatif, c'est que, en fait, les trous noirs, donc les progéniteurs du trou noir a généré les trous noirs de son côté, et après, les trous noirs a capturé un compagnon par échange dynamique dans un amas. Donc, les trous noirs, il est dans un amas, il passe à côté d'une binaire et il va capturer un des composantes et l'autre, il est éjecté par du système et on se retrouve avec une binaire étoile-trou noir. La question qui pose BH1, BH2, mais aussi BH3, c'est que si on a les scénarios de formation des binaires isolés, donc les progéniteurs du trou noir vers la fin de sa vie va grossir, va devenir énorme et il peut déborder du lobe des roches et donc commencer à transférer de la matière vers l'autre, vers les compagnons qui est plus petit. Et on peut avoir même une phase d'enveloppe commun, donc dans lesquelles les corps du progéniteur du trou noir et les compagnons, ils sont dans enveloppe commune. Bien sûr, quand on a cette phase, on a des effets des marées qui font que la binaire va raccourcir son période et les compagnons vont se rapprocher beaucoup de l'étoile massive et donc on va terminer avec une binaire à courte période. Donc, la question pour Gaia BH3 est, vu que ce n'est pas une binaire à courte période, mais une binaire à longue période, comment BH3 a évité cette phase d'enveloppe commun? On a dit que BH3, on a trouvé que BH3 appartient encore à ces streams, à cette courant d'étoiles et de deux. Cette information il nous dit qu'en fait, quand il y a eu la formation du trou noir, cette formation n'a pas généré une kick, un impulse au trou noir très grand pendant l'explosion des supernovas. Donc, l'orbite précédant la formation du trou noir ne peut pas être très différent de l'orbite qui est aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les progéniteurs, qu'on a évité l'enveloppe commun,
seulement si les progéniteurs étaient plus petits et n'a pas grandi jusqu'à 300 rayons solaires. Il y a eu 2 articles qui ont étudié cette chose, un des El Badri et un des Iorio et collaborateurs, qui sont arrivés à 2 conclusions complètement opposées. El Badri trouve avec ses modèles d'évolution stellaire que les progéniteurs des 35 masses solaires, il a grossi, il est arrivé à plus de 1000 rayons solaires. Donc, c'est très peu probable pour lui que Gaia BH3 s'est formé comme un binaire isolé. Iorio et collaborateurs, par contre, ils ont des modèles d'évolution qui disent qu'une étoile de 40 masses solaires arrive au maximum à 200 rayons solaires. Donc bien moins que les 800 rayons solaires des limites. Et donc, Gaia BH3 peut s'être formé comme un binaire isolé. Donc, vous voyez qu'il y a déjà plein de discussions sur cette question. Un autre point intéressant, et c'est le dernier avant les conclusions, c'est, oui, on a dit que BH3 est un trou noir dormant. Il n'y a pas vraiment d'échange, mais en réalité, cette étoile géante qui tourne autour de lui produit un petit vent solaire. Donc, il y a des équipes et aussi ici à l'observatoire qui se sont demandé combien des masses cette étoile va perdre et combien des masses donc va être capturées par les trous noirs. Et est-ce que ça va générer une émission et est-ce qu'on peut détecter les trous noirs? Donc, il y a eu un proposal des observations faites avec Chandra par Capelluti et collaborateurs. Et vous voyez ici des plots de son article dans lesquels il montre qu'ils n'ont pas réussi à détecter les trous noirs avec Gaia, avec Chandra. Et donc, ils ont pu mettre en limite supérieure au taux des pertes du vent solaire de l'étoile et donc d'accrétion du trou noir. Et avec Pierre Kervella, on a fait un proposal qui a été accepté par ESO pour observer avec Gravity ces systèmes. Et en fait, Gravity est un très bon instrument pour ça parce qu'il peut arriver à distinguer l'émission de l'étoile du trou noir, comme on fait pour détecter des planètes, des exoplanètes. Ça a été fait déjà avec Gravity et les observations sont en cours, donc on vous parlera une fois qu'elles seront complétées. Je passe à les conclusions. Donc, Gaïa a permis de découvrir ces trous noirs exceptionnels. Les trous noirs qui est dans ces systèmes Gaia BH3 et les trous noirs stellaires les plus massifs de notre galaxie et les premiers trous noirs d'une étoile très pauvre en métaux. Et la première évidence observationnelle qu'effectivement les trous noirs massifs vus avec les ondes gravitationnelles sont bien produits par des étoiles pauvres en métaux. Et finalement aussi Gaia BH3 appartient à ce courant
et de deux qui est un vieux amas stellaire qui est accrété par notre galaxie. Donc, tout ça, ces systèmes ils nous parlent aussi des premières périodes de notre galaxie, donc de comment s'est formée notre galaxie. Et donc, on est sûr que Gaia BH3 sera étudié en détail par la communiqué pour ses nombreuses implications sur énormément de choses. En plus, c'est très proche, même pas 600 parsecs. L'étoile est relativement brillante. On peut l'observer depuis le sud, depuis l'hémisphère nord, parce qu'il est proche de l'équateur. Et cet été, vous pouvez la regarder. Elle est proche d'Altaïr, donc on la voit dans ces petits cartes du ciel. Et pour terminer, c'était une chose, comment dire, on était très content que cette nouvelle a eu une considérable résonance dans les médias. Comme vous voyez, a été reprise par énormément d'articles et des médias. Et donc, je vous donne rendez-vous au 2026 dans lequel on aura sûrement plein de trous noirs dans la prochaine data release et sûrement des autres surprises. Voilà. Merci de votre attention et je prends des questions. Merci beaucoup à vous trois. C'était excellent. Beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je serais étonné qu'il n'y en ait pas. Merci pour cet exposé sur un résultat spectaculaire et une histoire passionnante là, de la découverte de ce trou noir. Je me posais une question. Je me demandais, est-ce que vous n'êtes pas surpris que l'étoile compagne, là, la géante, n'ait pas de traces de pollution, en fait? Parce que si le trou noir s'est formé dans une binaire isolée, l'étoile de 30 ou 40 masses solaires a dû passer par une phase de perte de masse intense dans lequel baignait l'étoile compagne. Donc, comment se fait-il que la Ah, géante n'ait pas de traces de ces épisodes de perte de absolument. masse? Donc, dans l'article d'El Badri, il y a une discussion sur quelle est la pollution qu'on peut s'attendre dans le cas d'une explosion des supernovas. Et en effet, comment dire, l'étoile est suffisamment lointaine pour être polluée très très peu. Et il a fait un calcul, il a trouvé qu'en effet, la pollution, par exemple, qu'on devrait voir dans l'oxygène, ça serait minuscule. Après, ce système, il est dans un cluster, dans un amas, et donc c'est bien sûr, on se pose la question, c'est bien probable qu'en effet, l'autre scénario, celui-là de capture, soit privilégié. Le fait est que cette étoile est suffisamment lointaine du trou noir pour être au milieu entre les deux hypothèses. Et voilà, donc il faut bien étudier la chose dans les détails. Merci. Merci Pasquale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dans le chat, Thibault Lebertre demande les recherches de lentilles gravitationnelles vers le centre galactique où les nuages de Magellan n'ont pas révélé de tels objets que BH3. Est-ce un effet de statistique?
Je pense que c'est plutôt un effet statistique parce que on a, je pense, un ou deux candidats trous noirs qui ont été détectés jusque-là avec des lentilles. Maintenant, Gaïa, il va probablement trouver des autres cas. Mais en effet, oui, les premiers qui ont été détectés étaient toujours autour des masses solaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je... Fabrice Martin. Oui, bonjour. Merci Bonjour. pour bonjour. Merci pour l'exposé. J'avais une petite question technique sur le diagramme couleur magnitude où on voit les isochrones. On avait l'impression que la position de l'étoile était légèrement décalée par rapport aux isochrones. Et alors, si j'ai bien compris, ça c'est le point Oui. crucial pour avoir la masse de l'étoile compagnon et donc la masse du trou noir. Je me demandais si c'était inquiétant ou si c'était bien sous contrôle, tout ça. Bah, on s'est posé la question. En effet, bon, si pour arriver à être plus rouge, il faudrait un âge encore plus vieil que l'âge de l'univers. Euh, est-ce que est-ce que c'est un problème des modèles ou pas? Ça, c'est une chose qu'on s'est demandé. Et il faut dire que il y a par exemple, j'ai parlé avec Alessandro Bressan, qui est celui-là qui a fait les isochrones par sec, et lui m'expliquait qu'on voit des étoiles très très rouges, par exemple, dans Omega Centauri, qui apparemment, si on utilise les modèles comme ils sont faits par SEC, etc., ils devraient être beaucoup plus âgés que l'âge de l'univers. Pour lui, ça doit être un détail dans les modèles, euh, possiblement la quantité d'hélium ou des effets de stratification dans ce type d'étoiles. Voilà. Lui, comme théoricien, il a commencé à regarder s'il trouvait des explications. Dans tous les cas, même si on prenait comme masse zéro pour l'étoile compagnon, on aurait quand même une masse du trou noir de 31 masses solaires. Donc, ça ne changerait pas grand-chose pour la détermination de la masse du trou noir. D'accord, merci. Jérôme Bouvier, vous avez une question? Oui, si je peux poser une autre question. Il semble que l'orbite soit très, très excentrique. Là, j'ai pas vu le chiffre, mais je voyais sur vos schémas là. Et est-ce que l'excentricité nous donne un indice peut-être sur la formation de l'objet là? Par exemple, si c'était une binaire isolée, est-ce qu'en 12 milliards d'années, on ne s'attendrait pas à ce qu'elle soit circularisée? Et est-ce que ça favorise pas plutôt un mécanisme de capture, cette forte excentricité de l'orbite? On parle de l'orbite des BH3 Oui, que j'ai pas ici. Je sais pas on si voyait j'ai. sur les Non, non. vitesses radiales. Oui, que c'est 0,7. Euh, bon, l'étoile compagnon a un rayon maintenant, elle a un rayon de 5 rayons solaires. Avant, était donc une étoile en séquence principale, donc encore plus petit de notre Soleil. La séparation au périastre est des 500, hmm,
non, désolé, des 900 rayons solaires. Donc, c'est un millième, donc son rayon, les rayons de l'étoile est un millième de la séparation. Donc, les effets des marées, ça devrait être très, très petit. Je pense que dans l'article de Iorio et Tal, il y a une, euh, une estimation du temps de circularisation et c'était beaucoup plus grand que le temps de l'âge de l'univers. D'accord, merci. Moi, j'aurais juste une remarque. C'est la première fois que j'entends parler de la date de la fin de Gaïa. Oui, Oui, elle était décidée il n'y a pas si longtemps, oui. Ah, d'accord. Bon, Donc les réserves de gaz, en fait, conduisaient vers le début de 2025. Et donc une date officielle de fin d'activité scientifique a été choisie. désolé pour vous. On en a profité. Bon, et ben, je vous propose d'en rester là. Merci beaucoup, Elisabetta, Frédéric, Pasquale, pour votre présentation. Merci à merci. tous les participants qui étaient nombreux.